Sous cette écorce se cache une des espèces les plus rares dans le hobby de l'élevage de cloportes. L'élevage de cloportes se démocratise, que ce soit en tant qu'animaux d'ornement ou pour nettoyer un terrarium, et t'as peut-être déjà vu passer des photos de ces adorables crustacés en te disant qu'ils ressemblent pas trop à ceux de ton jardin. C'est normal, les espèces communément élevées sont soit choisies sur des critères morphologiques intéressants, dans ce cas-là ce sont des cloportes qui ressemblent physiquement aux populations sauvages mais c'est juste des espèces qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, soit ce sont carrément des formes qui n'existent qu'en captivité. Ça veut dire que par des effets de sélection, on crée des lignées qui ont un aspect différent de ce qu'on peut retrouver dans la nature. Alors j'espère que vous êtes prêts à voir les cloportes comme vous les avez jamais vus et à en prendre plein les yeux parce qu'aujourd'hui je vous montre tous mes élevages et il y a du très mignon, du très gros et du très rare. Mais avant, petit rappel parce qu'on va beaucoup parler d'espèces. Quand on identifie un être vivant, on lui donne un nom en deux mots. Le premier c'est le nom du genre et le deuxième c'est le nom qui définit l'espèce. Par exemple, le chat c'est Felis catus. Donc Felis c'est le nom du genre et catus le nom de l'espèce. Et une espèce, pour faire simple, c'est un groupe d'individus qui partagent des caractéristiques communes et qui peuvent se reproduire entre eux pour donner une descendance viable et féconde. Donc par opposition, deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire entre elles même si elles sont du même genre. Ça, c'est la règle. Il y a toujours des exceptions avec des rares cas d'hybridation observés entre deux espèces différentes, mais retenez que pour les cloportes, en l'état actuel des connaissances, c'est pas décrit. Donc toutes les espèces que je vais vous présenter ne peuvent se reproduire qu'entre elles, pas avec d'autres. Allez, c'est parti, on va commencer ce petit tour d'horizon avec les cloportes du genre Porcellio. Les espèces du genre Porcellio sont plutôt grandes et larges, assez actives, elles se cachent rarement et elles peuvent pas se rouler en boule. Voilà, premier mythe détruit, tous les cloportes peuvent pas se rouler en boule. Ils ont d'autres stratégies de défense comme s'accrocher très fort quelque part ou partir en courant. Ce sont des cloportes faciles d'élevage, très peu farouches, donc visibles même en journée, et c'est un genre qui s'est adapté aussi bien à des environnements semi-humides que très humides. Ils sont pour la plupart assez prolifiques une fois que la colonie est bien installée et ce sont des très bons nettoyeurs de terrarium. Alors une des espèces les plus répandues dans ce genre c'est Porcellio scaber. En français on dit cloporte rugueux parce qu'il a plein de rugosité sur le corps. On le rencontre facilement à l'état sauvage en France et les individus sont en général gris. Mais en élevage on va élever des formes colorées de cette espèce. Les variations de couleurs sont issues de mutations spontanées qui ont été sélectionnées pour créer des souches distinctes du phénotype sauvage. On les caractérise en rajoutant un nom entre guillemets à l'espèce. Par exemple, j'élève deux formes différentes de Porcellio scaber, la forme Ghost, donc une forme blanche qui peut être un peu crème ou violacée, et la forme Lava qui est une forme panachée du orange au gris, avec une forte variabilité individuelle. Il y en a des tout gris, des tout orange et littéralement tout ce qui est possible d'avoir entre les deux. Les Porcellio laevis, probablement l'espèce la plus fréquemment élevée. Ils ressemblent pas mal aux Porcellio scaber, mais comme leur nom l'indique, ils ont un corps lisse. La forme sauvage est également grise, mais comme pour les Porcellio scaber, celles qu'on élève sont là aussi différentes. La plus connue d'entre elles, c'est la forme Dericow, ou Derico, comme vous préférez le dire, ce qui veut dire vache laitière. Ce sont des cloportes blancs avec des taches noires. Ils sont très faciles à élever, d'ailleurs c'est le cloporte qu'on conseille à tous les débutants, parce qu'il pardonne plein d'erreurs d'élevage. Il est actif en journée et super glouton, donc c'est très intéressant, on peut interagir avec lui et même lui donner à manger à la main. Mais pour moi il y a quand même un bémol, c'est qu'il est très prolifique, donc faut avoir un plan pour le moment où il y en aura trop. Le Porcellio laevis white est la forme blanche du Derico. Donc c'est la même chose, mais on a isolé les individus sans taches ou avec très peu de taches. C'est un caractère qui est stable tant que les whites sont entre eux, mais si vous mélangez les deux souches, leur descendance aura à nouveau des taches. La forme Milback, c'est une forme assez cool. Les petits sont en général complètement bruns et en grandissant, ils développent une ligne dorsale blanche qui s'agrandit progressivement jusqu'à recouvrir tout le corps chez les individus âgés. Parfois, la ligne blanche est pas nette, ce qui leur donne un air de Derico, mais leurs taches sont brunes et pas noires. Et enfin, on a une forme orange qui est très sous-cotée, je trouve, avec une belle couleur plus ou moins marquée selon les individus et le même caractère glouton et actif. Il y a un truc remarquable chez les Porcellio laevis, c'est que les trois formes, donc Derico white, orange et Milback, ne peuvent pas se reproduire entre eux, alors qu'a priori c'est la même espèce. On sait pas encore pourquoi, mais ça se vérifie dans la pratique. Quand on a un bac communautaire comme ça, on n'observe pas d'hybridation, même après plusieurs années. On va passer sur une autre espèce avec Porcellio spatulatus, un cloporte plutôt gris avec quelques reflets sympas, mais surtout qui est très plat. En fait, c'est sa stratégie de défense. Il s'aplatit pour pas se faire attraper, et si ça arrive quand même, il fait le mort. C'est une espèce peu prolifique, une portée par an environ de 10 à 20 jeunes. Cette stratégie de défense est partagée par un groupe incroyable de Porcellio qu'on appelle les géants d'Espagne. Dans la péninsule ibérique, on retrouve des cloportes habitués aux milieux plus arides, donc qui ont besoin d'un environnement plus sec et mieux ventilé que les espèces dont je vous ai parlé jusqu'ici. Et ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils sont très grands, très cool et assez peu prolifiques. Vraiment, quand t'as une portée, t'es trop content. Ça, c'est Porcellio bolivar qui fait environ 2,5 cm à l'âge adulte. Il est remarquable par ses couleurs et son dimorphisme sexuel.
sexuel. D'une manière générale, il est très facile de sexer les grands porcéliaux en regardant deux choses, la taille des antennes et la taille des uropodes, donc les deux excroissances à l'arrière. Si elles sont longues, c'est un mâle, et si elles sont courtes, c'est une femelle. Ça se voit plus facilement à l'âge adulte. C'est vraiment une espèce que j'adore, même si c'est pas la plus simple à élever. Dans le même ordre de taille, on a les porcéliaux aasis, reconnaissables à leurs deux rangées de taches carrées jaunes. On voit bien également le dimorphisme sexuel. Là, on arrive chez les mastodontes, ils font environ 3 cm à l'âge adulte, ce sont les Porcellio expansus, qui, comme leur nom l'indique, sont très larges. C'est une des espèces les plus iconiques et recherchées dans le hobby, parce que c'est la plus large et la plus impressionnante. Il existe une forme blanche et une forme orange encore plus grande. Chez tous les grands porcéliaux, les mâles sont territoriaux. Il y a vraiment des sortes de clans qui se forment autour de groupes sociaux, et les mâles dominants n'hésitent pas à repousser les autres mâles concurrents. Ici, pour moi, les dominants, ce sont ces deux mâles, donc c'est les plus gros. Ils sont souvent ensemble, donc je pense qu'ils s'entendent quand même bien, ou du moins qu'ils se tolèrent. Et le reste du groupe forme des petites cellules familiales. Les adultes protègent les jeunes dans une certaine mesure, ils les couvrent fréquemment, ils ont un fort besoin de cachette, c'est pour ça qu'il y en a plein. Les boîtes d'œufs font de bonnes cachettes aussi, même si c'est pas le plus esthétique. Et ils affectionnent tout particulièrement les cachettes creuses, comme ces écorces. Ça leur permet de vraiment bien s'aplatir et de se sentir en sécurité. C'est une espèce qui est incroyable à observer, facile à photographier, et c'est vraiment une de mes préférées. Dans cette colonie, j'ai aussi un seul individu de l'espèce Porcellio sylvestri. J'ai acheté une partie de cette colonie à un autre éleveur il y a 1 an et demi, et parmi eux, il y avait ce mâle sylvestri, donc je l'ai laissé. Il était déjà adulte à l'époque, donc il est assez vieux maintenant. L'espérance de vie à l'âge adulte chez cette espèce, c'est 1 an à 1 an et demi. En tout cas, il a l'air de bien s'entendre avec les autres, et il est toujours avec les plus grands, je pense que c'est un des caïds du groupe. On termine le petit tour des Porcellio avec une espèce encore plus grande que les expansus, ce sont les bien nommés Cloportes titans, Porcellio hoffmannseggi. C'est vraiment la seule espèce de géant espagnol que je conseille même à des débutants parce qu'ils peuvent tolérer des excès temporaires d'humidité. En général, c'est la gestion de l'humidité qui pêche quand on débute. Ils sont vraiment très actifs, toujours dehors, avec le même dimorphisme sexuel sur les antennes et les uropodes que tous les grands Porcellio. Ce sont des cloportes gris avec une bordure blanche, mais il existe des variations de couleurs du noir au brun et même une forme orange. Ils ont également besoin de beaucoup de cachettes parce qu'il peut y avoir de la prédation des adultes sur les petits, même si les mères les protègent. Cette espèce aussi est pas appréciée à sa juste valeur, je trouve, parce qu'elle est peu colorée sûrement, mais en termes de facilité d'élevage et de comportement, c'est clairement l'espèce que je trouve la plus intéressante de toutes celles que j'ai. Il se passe toujours un truc chez eux. Attention, changement radical de morphologie, puisqu'on passe au deuxième genre le plus présent en élevage, ce sont les Armadillidium. Les cloportes de ce genre sont plus petits et plus farouches, ils vadrouillent globalement moins, même s'ils restent visibles dans la journée, surtout au crépuscule comme la plupart des espèces. Les armadillidium peuvent eux se mettre en boule, c'est même leur principal mécanisme de défense. L'armadillidium le plus connu du grand public, c'est Armadillidium vulgare. C'est souvent eux, les fameux cloportes en boule gris qu'on voit au jardin. C'est une espèce assez prolifique qui présente des variétés de couleurs incroyables, même à l'état sauvage, comme par exemple dans cette souche. Comme c'est une espèce qui est très connue et élevée en captivité depuis longtemps, il y a eu plein de sélections de formes différentes en élevage, dont la plus connue est la forme Magic Potion. Une forme majoritairement blanche avec quelques points noirs et jaunes, dont il existe une lignée américaine qui a des taches jaunes plus prononcées et une lignée japonaise avec de plus petites taches jaunes. Alors ça veut pas dire qu'ils proviennent à l'origine du Japon ou des USA, mais bien que c'est là qu'ont été sélectionnées ces formes particulières en captivité. Une autre forme populaire d'Armadillidium vulgare, ce sont les Santa Lucia, qui présentent une forte variabilité de couleurs dans la population. Donc chaque naissance c'est une surprise parce qu'on voit apparaître de nouvelles teintes de orange, de jaune et même de rose. En France, on a une autre espèce qui ressemble fortement à Armadillidium vulgare, elle est également très présente sur le territoire, elle se reproduit un peu plus vite et elle est moins timide, ce sont les Armadillidium nasatum. On les appelle comme ça parce qu'ils ont un rostre retroussé comme un tinet. On les différencie aussi à la forme du telson qui est cette partie. Elle est plus mince et triangulaire chez Armadillidium nasatum alors qu'elle est plus large et arrondie chez Armadillidium vulgare. La forme sauvage est également grise ou brune avec des bandes longitudinales plus foncées. Mais là aussi, il existe beaucoup de variations individuelles de la couleur. Une des formes sélectionnées, c'est la forme peach qui est un isolement de cette jolie couleur saumon. Toujours originaire de France, on a le très populaire Armadillidium gestroi qui est une espèce assez grande, tachée de lignes de points jaunes très vifs qui serait censée dissuader les prédateurs. C'est une très belle espèce, vraiment grégaire, et ce qu'on a là, c'est le phénotype sauvage, donc on trouve la même forme jaune dans la nature. En captivité, on a aussi une forme blanche. Parmi les espèces qui ont popularisé l'élevage d'isopodes, on retrouve les Armadillidium maculatum, des petits cloportes noirs rayés de blanc. Le nom de l'espèce maculatum veut dire tacheté, parce qu'à l'état sauvage, on trouve des Armadillidium noirs, maculés de taches blanches disjointes, mais à partir de cette espèce a été sélectionnée une forme dans laquelle les taches sont jointes en des lignes blanches transversales, donc sur fond noir ça fait comme des petits zèbres et c'est ce qui a donné le nom à cette forme. Il existe aussi des formes aux taches jaunes ou des formes à fond plus clair. Et c'est une espèce très prolifique qui aime bien s'installer en hauteur sur les branches. Une des autres emblèmes du cloporte d'ornement, c'est Armadillidium cloporte
cloogie, le cloporte clown. On l'appelle comme ça en raison de ses couleurs et de ses taches bariolées, et c'est un cloporte reconnaissable à ses 3 rangées de points blancs ou jaunes sur fond rougeâtre. Ces taches, ça serait comme pour les Armadillium gestroi, à but dissuasif pour les prédateurs. Cette espèce est très portée sur les végétaux, ils les font disparaître en un rien de temps, et ils ont une autre particularité, c'est qu'ils demandent un certain temps d'adaptation avant que la colonie commence à se développer. On peut le confondre avec une autre espèce que j'ai pas en élevage mais que je vous montre, c'est Armadillium werneri, qui a lui 5 lignes de taches au lieu de 3 chez le cloogie. Là on se dirige vers des espèces un peu moins communes mais tout aussi cool. Cette espèce que l'on appelait simplement Armadillium sp Casteldacea du nom de la province sicilienne d'où elle est originaire, aurait été récemment identifiée comme étant l'espèce Armadillium badium. Ce sont des cloportes plutôt actifs même dans la journée, de couleur globalement sombre avec des marges dorées. Certains individus sont même très jeunes, ce qui a valu à cette forme le nom High Yellow. Les jeunes sont en général plus clairs que les adultes et ils foncent avec l'âge. C'est la même chose chez Armadillium peracae, qui est quasiment blanc quand il est jeune et qui devient totalement gris à l'âge adulte. Le contraste est vraiment frappant. C'est un cloporte également assez actif en journée, très prolifique et qui se reconnaît à son long rostre étroit et à ses granulations très marquées sur le corps. Cette espèce-là a un nom imprononçable, Armadillium corsiraeum, mais elle est super chou et très facile d'élevage. C'est aussi une espèce très prolifique, celle-là c'est la forme silver, qui est plus claire que la forme sauvage, avec des jolies taches nacrées qui s'étendent parfois sur tout le dos. Bon, jusqu'ici je vous ai parlé que de cloportes européens, mais il y a de plus en plus d'espèces non européennes qui font leur apparition en élevage. Et là, on arrive vraiment dans le all-star des isopodes. Je vais vous parler de 2 espèces en particulier qui font rêver tous les amateurs de cloportes, ce sont les Cubaris et les Merulanella. Alors quand on parle de Cubaris, on peut parler de Cubaris murina, qui est une petite espèce très mignonne originaire des États-Unis, qui est idéale dans un terrarium décoratif parce qu'il s'intéresse pas du tout aux plantes, ou encore des Cubaris sp Panda King, qui doivent leur nom à leur couleur et leur côté mignon. Ces 2 espèces sont très faciles d'élevage à tel point qu'on a des souches déjà bien installées en Europe. Ce sont devenues des espèces communes élevées avec succès, ce qui les rend très accessibles. Mais en général, quand on parle de Cubaris, toute l'emphase sur ce genre est mise sur les Cubaris rares originaires d'Asie, avec la superstar Cubaris sp Rubber Ducky en tête de file. C'est vraiment l'espèce qui a popularisé le hobby ces dernières années parce qu'elle a un look très particulier, très mignon et en tout cas très reconnaissable avec son bec de canard et ses couleurs vives. Ce sont des cloportes qui valent très cher, on parle vraiment de cloportes de collection à ce stade et je vous les montre en photo parce que j'en ai pas, je vous explique pourquoi. Il y a eu vraiment un énorme boom de l'élevage d'isopodes suite à la découverte et à la popularisation de ces espèces exotiques, et c'est exactement pour cette raison que je cherche pas vraiment à en avoir. La plupart des Cubaris et Merulanella ont été découverts tellement récemment que bon nombre de ces espèces ne sont encore que partiellement identifiées. C'est ce que veut dire le SP dans le nom de ces espèces, on sait que c'est du genre Cubaris ou Merulanella, mais on peut pas en dire beaucoup plus. On manque vraiment de données à leur sujet, leur biologie est encore très peu décrite, et même leur espérance de vie est un mystère. Sauf que pour moi, la condition préalable à toute adoption, c'est de bien connaître les besoins et la biologie de l'animal en question. Donc je préfère me cantonner à des espèces sur lesquelles on a des dizaines d'années d'expérience et beaucoup de recul, des espèces pour lesquelles on a des lignées qui prospèrent en captivité depuis longtemps, comme avec les Porcellio ou les Armadillidium, plutôt qu'à des espèces récentes sur lesquelles il y a un tel phénomène de mode mais peu de données. C'est vraiment personnel comme avis, c'est peut-être mon côté précautionneux qui parle, mais le côté course à la nouveauté ou phénomène de mode m'inquiète quand il s'agit d'animaux. Donc je préfère prendre le risque de me dire dans 10 ans que j'ai eu tort de pas m'y intéresser, plutôt que de prendre le risque de me dire ah bah ouais en fait on aurait dû attendre d'en savoir plus. Bref, tout ça pour dire que j'en ai jamais acheté et que j'en recherche pas spécialement, mais, parce qu'il y a toujours un mais, depuis que j'ai commencé l'élevage, on m'a offert 3 de ces espèces rares nées chez des amis. Donc je vais quand même vous les présenter parce qu'elles ont pas du succès pour rien, ce sont des espèces vraiment extraordinaires. La plus vieille colonie que j'ai ici, ce sont ces Cubaris sp Amber Ducky, une espèce que j'élève depuis à peu près 1 an et demi. Ce sont des cloportes jaune-orangé qui ont 2 segments noirs et cet aspect mignon avec le bec de canard vraiment caractéristique des Cubaris. J'ai eu la chance d'avoir déjà 3 portées, et je dis la chance parce que les portées sont rarissimes, elles comptent que 4-5 bébés, donc à chaque fois ça a été un événement. Ce sont vraiment des cloportes magnifiques, très différents de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Ils peuvent se mettre en boule comme les Armadillidium, la stratégie de défense est la même. Alors ici on a le Cubaris sp Platine Tongsong, ce sont des petits cloportes, comme la majorité des Cubaris d'ailleurs, avec de belles marbrures brunes et dorées, et ils sont un peu timides, mais ils aiment particulièrement les végétaux, ce qui peut aider à les faire sortir de leur cachette. Et sous cette écorce se cache une des espèces les plus recherchées dans le hobby de l'élevage de cloportes, et certainement un des plus beaux crustacés que t'aies jamais vu. Le Merulanella sp tricolore. Leur comportement est très différent de ce qu'on a pu voir jusque-là. Ce sont des petites balles de fusil. Ça court dans tous les sens, ça grimpe un peu aux parois alors que toutes les autres espèces en sont incapables. Ça agite ses antennes frénétiquement, bref, c'est le cousin hyperactif de la famille des cloportes. Et il y a de très jolies variations de couleurs également, avec des individus très rouges, roses ou essentiellement jaunes et noirs. Ces espèces-là sont clairement pas faciles d'élevage, pour un cloporte en tout cas. Donc à ne mettre qu'entre les mains d'éleveurs passionnés et expérimentés, mais c'est en partie grâce à elles que le cloporte est de plus en plus regardé comme un animal de compagnie et d'ornement, au même titre que de belles carpes koi par exemple. Voilà, on a fait le tour de mes élevages, et bien sûr c'était pas une liste exhaustive, c'est juste les espèces que j'ai à la maison, mais bien sûr il y en a beaucoup plus.
J'espère que ça a pu vous donner un aperçu de toutes les formes, les couleurs et les comportements qu'on peut trouver chez les cloportes. Si ça vous a donné envie d'en savoir plus sur leur élevage et sur les manières de leur construire un environnement optimal, et bien je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre espèce préférée, même si elle n'était pas présentée aujourd'hui, je suis trop curieuse de savoir. Monsieur Clark et moi, on vous dit à bientôt. Salut.